Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Le Québec pourrait faire davantage d'efforts pour lutter contre le changement climatique et atteindre ses objectifs de carboneutralité. C'est du moins ce que rapportaient ce matin des experts du Comité consultatif sur les changements climatiques. Je m'entretiens avec le président de ce comité, Alain Webster, qui est professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Webster. Bonjour. J'hésitais, Webster. On va mettre ça au clair. Là, c'est différent, mais tu peux prendre la formule. Parfait. Alors, enchaînons, parce que c'est un sujet très important qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Dites-moi, si vous aviez à résumer en quelques mots le rapport que vous avez fait paraître, et d'ailleurs dont le ministre a obtenu copie il y a quelques jours, là, quels sont les constats et les recommandations phares là, qu'on y retrouve pour les auditeurs? À l'échelle internationale, l'ensemble des États n'en font pas assez pour maintenir la température globale de la planète en bas de 2 degrés Celsius. Il faut en faire beaucoup plus rapidement, et ce constat-là est aussi vrai au Québec. Donc, le message à Québec, c'est comme vous gérez l'ensemble de cette lutte au changement climatique, vous devez, comme la plupart des autres États sur la planète, accélérer cette lutte au changement climatique. Sinon, cette température, elle va continuer à augmenter. C'est de la physique, la science. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Il y aura plus de feux de forêt, il y aura plus de vagues de chaleur, il y aura plus d'inondations, il y aura un ensemble d'impacts négatifs qui vont affecter le Québec et l'ensemble de la planète. Donc, le Québec, comme tous les autres États, doit modifier de façon importante sa stratégie et mettre en place un ensemble d'approches plus ambitieuses en matière de lutte au changement climatique. Et la bonne nouvelle, parce que je suis optimiste, c'est que c'est faisable. On possède des technologies, c'est faisable économiquement, c'est faisable technologiquement. C'est difficile politiquement là, de pouvoir se dire comment on mobilise l'ensemble de la société, tous les acteurs pour tenter de changer des façons de faire en matière d'énergie très rapidement, parce que le défi, il est colossal. Il faut sortir de l'énergie fossile en moins de 30 ans. On n'a jamais réussi à faire ça sur la planète et il faut le faire dans un délai très, très court. Sinon, les enjeux sont embêtant. Donc, en termes économiques, c'est un bon choix. Oui, ben voilà, justement, vous dites que c'est difficile et donc là, j'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Bon, je partage une partie de votre, je sais pas si c'est de l'optimisme, mais en tout cas, je pense qu'il y a des actions additionnelles qui peuvent être prises par les individus et par les gouvernements et par les entreprises, mais justement, il y a quelque chose de difficile justement là-dedans qui est un changement de comportement, un changement de préférence, certaines croyances aussi assez profondes à changer. La partie très visible, là, je pense, qui est la mobilité, là, ça va lentement, cette transition-là, mais même la mobilité individuelle, c'est une toute petite partie, là, finalement, des émissions globales d'une province comme le Québec. C'est quoi un peu les autres univers dans lesquels vous sentez qu'il y aurait vraiment là, des actions plus concrètes, plus fortes à mener par l'État québécois et avec le concert de ses citoyens et de ses entreprises? On parle souvent des enjeux de transport parce qu'au Québec, c'est plus de 40% des émissions, évidemment. C'est vrai sur les individus, mais c'est vrai sur le transport des marchandises. Donc, comment on utilise mieux le système ferroviaire, le système maritime? On a accès à une autoroute fluviale qu'on n'utilise pas. C'est quand même assez étonnant, là. On prend la peine de tous les mettre sur la 20 en camion parce qu'on a fait ça historiquement. Comment peut-on faire mieux? C'est vrai sur nos bâtiments, comment on construit nos édifices. Il faut construire mieux. Ça sera, et c'est compliqué dans le contexte actuel de logement, peut-être un peu plus coûteux au départ en matière d'efficacité énergétique, mais beaucoup moins cher à la longue parce que nos bâtiments vont moins consommer d'énergie. Et c'est ça qui est intéressant dans le scénario. C'est non seulement travailler sur les questions de changement climatique pour éviter des catastrophes qui vont être désastreuses, mais en même temps, ces changements de comportement peuvent nous permettre de faire des gains en matière de santé, des gains financiers, travailler sur les questions d'efficacité énergétique là au Québec, travailler sur plus d'énergie renouvelable, ben, ça permet d'être plus autonome, ça permet de produire, on l'a bien vu aujourd'hui avec le lancement Hydro-Québec, là, un ensemble de projets avec des communautés locales, des regroupements autochtones qui vont se dire, OK, comment collectivement on peut investir dans une ressource éolienne pour changer la façon de faire d'énergie. Bonne nouvelle, il faut multiplier ces stratégies, multiplier les approches en matière de réduction de consommation. Fait qu'il faut que le Québec devienne exemplaire au niveau du gouvernement dans ses choix, mais il faut qu'il mette en place un ensemble de cadres institutionnels, là, si vous me permettez ce jargon,
pour que lorsqu'on veut se déplacer de Montréal à Québec, on puisse avoir accès à du transport en commun de façon efficace. Sinon, on prend notre voiture. Ça nous coûte plus cher, c'est plus coûteux collectivement, ça consomme plus d'énergie, c'est pas un bon choix. Donc, comment on investit rapidement dans ces enjeux, sachant que sur le transport, on va pas tout régler. Là. Lorsque vous habitez à l'extérieur des grands centres, ça sera pas faisable. Fait comment on a une approche qui est la plus équitable possible, s'assurer qu'on n'a pas d'enjeu en matière, bien sûr, de discrimination sur les revenus, sur la façon que les gens habitent le territoire, c'est essentiel. Mais le message, c'est qu'on peut et on doit en faire plus que ce qu'on fait présentement. Et on a l'impression que le discours climatique ces temps-ci, là, surtout lorsqu'on regarde le message qui vient de l'Ouest canadien, là, il est plutôt négatif. Là. Ça coûte trop cher, ça n'a pas de sens, on doit en faire moins. Alors que c'est le contraire. Si on en fait moins, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, le scénario, c'est le Québec a tout pour être un État exemplaire. Ça devrait fonctionner et globalement, ça permettra de créer une société plus résiliente, plus égale peut-être, plus intéressante à vivre. Mais c'est un défi extraordinaire qu'on doit relever collectivement. Je réitère, je partage entièrement ce point de vue. Par contre, en termes de réalité politique, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a cette idée qu'on doit se priver maintenant, ou en fait, vous parliez de coûts de construction, par exemple, ou d'autres interventions, taxes sur le carbone, je pense que ça fait partie du rapport, qui vont mettre des pressions immédiates pour un gain futur. Je suis économiste de formation, là, vous n'avez pas à me faire le... Mais politiquement, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une forme de tension, là, puis on le voit du moins sur la scène fédérale actuellement. Une des causes de la popularité de M. Poilievre, c'est qu'il promet l'abolition de toute forme de tarification carbone, etc., ce qui est totalement contre-productif. Je me demande si on verra pas la même chose éventuellement au Québec. Donc comment jongler avec cette impérieuse nécessité d'un côté, puis la démocratie, là, je veux dire, de l'autre. C'est la même chose aux États-Unis, soit dit en passant. Je veux pas monologuer, vous êtes bien plus connaissant que moi, M. Webster, mais comment vous imaginez là, l'optimiste réaliste que vous êtes, là, que tout ça va se jouer là, au cours des prochaines décennies? Je reprends ton expression en disant « Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire ». Dans ce scénario-là, qu'est-ce que la science nous dit? Pour que ça fonctionne, il faut intégrer davantage d'équité dans nos approches. Il faut être capable de mobiliser l'ensemble des acteurs. Réussir à faire, ça a l'air un peu banal ce que je vous dis là, mais d'en faire vraiment une vision sociétale. Comment on est capable collectivement de se dire, il nous faut quoi pour faire cette transition et globalement, on va gagner. Fait qu'il y a une démarche qu'on commence à peine à Québec en matière de mobilisation, mais il faut qu'on puisse travailler avec les villes, avec le gouvernement, avec les entreprises. Il y a possible à faire. Et plus qu'on tarde dans cette prise en jeu, c'est vrai pour le gouvernement, les villes, les entreprises, ça va nous coûter juste de plus en plus cher pour faire cette transition. Ça va être de plus en plus difficile. Les efforts vont être de plus en plus contraignants. Fait il faut quoi? Il faut plus d'infrastructures, évidemment. Il faut probablement plus de cadres réglementaires. Définir, par exemple, comment on construit des bâtiments qui sont plus efficaces. Mais en même temps, il faut aussi une approche très mobilisante, là, permettre aux gens de se sentir impliqués dans cette transition, être des parties prenantes. C'est intéressant, on vient de lancer, par exemple, des plans climat, là, comment au niveau de chacune des MRC au Québec, on va intégrer ces enjeux en matière d'adaptation, de réduction. Donc, ramener ça à l'échelle locale pour que les gens se sentent impliqués et s'approprient ce défi extraordinaire que constitue la transition climatique. On pense que c'est faisable et on pense que le Québec est probablement l'un des meilleurs États au monde pour réussir à faire ça parce que collectivement, on est capable de faire ce type de transition. J'aimerais vous entendre, vous avez parlé, effleuré à peine la chose, mais bon, ce matin, on apprenait qu'Hydro-Québec allait investir 9 milliards de dollars, spontanément. Un pas pire chiffre, là. On en a eu quelques autres là, de cette ampleur-là dans la dernière année, mais et tous justement un peu en lien, que ce soit Nordvolt et d'autres entreprises dans la filière batterie. Et là, aujourd'hui, 9 milliards donc pour un parc éolien. J'aimerais vous entendre sur Hydro-Québec, parce que forcément, tout ce que vous nous racontez, une des pistes, du moins, de solution, c'est la transition énergétique. Hein. Il va falloir bouger des voitures, bouger des camions, chauffer les maisons. Et je sais que beaucoup d'entreprises souhaiteraient se décarboner
décarboner, mais il y a trop peu d'énergie disponible. On a vu avec l'espèce de programme mis en place par M. Fitzgibbon. Est-ce que vous croyez que Hydro-Québec, justement, comme société d'État, en fait assez, va assez vite, a bien compris le message? C'est quand même une partie essentielle du dispositif de transition. Puis sans vouloir vous demander de casser du sucre sur leur dos là, ou de les encenser, là, comment vous positionnez Hydro dans cette ambition que vous fixez pour le Québec? Vous savez, on a fait 2 formations à l'Assemblée nationale à la demande des 4 partis politiques, là, de façon unanime, avec 2 de mes collègues, le scientifique en chef et Alain Bourque là, chez Ouranos. Et on a évidemment abordé la question de l'énergie. Le message était relativement simple sur le plan d'Hydro-Québec. C'est tout à fait normal. Ce qu'on fait là comme investissement, le chiffre est faramineux. Mais qu'est-ce que la science nous dit? Qu'est-ce que le GIEC nous dit à l'échelle internationale? Il va falloir investir à peu près 6 fois plus que ce qu'on fait présentement comme investissement pour pouvoir transformer l'ensemble de nos sociétés et mettre en place justement les infrastructures qui vont permettre cette transition. Et c'est ça qu'il faut faire rapidement. Fait que les chiffres ont l'air faramineux, mais tous les États vont être en train de faire ça. Et si on ne le fait pas nous en premier, ben ça signifie qu'on va importer de ce que les autres ont fait. Les Chinois aujourd'hui investissent plus à eux seuls en énergie que tous les autres pays de la planète. À ce rythme-là, nos enfants, pas nos enfants, mais les vôtres et ceux de votre génération vont nous demander, vous étiez où lorsqu'on était une société prospère? Fait que c'est aussi des enjeux de positionnement global. On sait évidemment que la température peut pas excéder 2-3 degrés. Ça va être catastrophique si on réussit pas à faire ça. Donc, on doit sortir du fossile et on doit inventer cette nouvelle énergie. Le défi, c'est est-ce que quelque part le Québec va faire partie de ces sociétés qui ont un leadership dans cet enjeu? On se dit oui, c'est faisable et on va gagner collectivement. Donc oui, il faut investir massivement. Et l'approche me semble intéressante. Faire ça avec les communautés, faire ça avec les groupes autochtones dans leur région, ça permet de reconnaître cette assise-là, le faire collectivement, conserver l'ensemble des revenus à l'échelle régionale. Ça me semble une très bonne idée. Maintenant, il faut trouver des façons de rendre ça acceptable, de passer plus vite et en même temps, faire de la sobriété énergétique, pas penser qu'on peut faire la même chose en multipliant. 50% de l'énergie, c'est du fossile au Québec. Il faut sortir ce 50% très rapidement, mais en même temps, il faut trouver des façons d'économiser l'énergie. Donc, il faut que chaque fois qu'on fait un bâtiment qui soit le plus efficace possible, qui soit carboneux, qui consomme le moins d'énergie. Fait qu'il faut à chaque fois qu'on prend une décision, comme individu, comme gouvernement, comme entreprise, d'être le plus efficace. C'est un défi passionnant. Alain, on fait sur une école, soit dit en passant, parce qu'on parlait de revenus tantôt. Fait que juste vous redire, rassurez-vous, on fait ça volontairement, moi et mes 12 collègues. Je suis plutôt fan, je vais vous avouer. Alain Webster, vous êtes professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke et accessoirement, ou surtout principalement, en ce qui nous concerne, président du comité consultatif sur les changements climatiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous réinviterai, j'ai encore plein d'autres questions à vous poser, mais c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Quand tu veux. Merci beaucoup. Bonne journée. Alain Webster, donc, qui nous racontait là, qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et je reconnais quand même et je lève mon chapeau à cet optimisme quand même déterminant du comité. Il faut rappeler qu'il y a quand même certains personnages, là, Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie en France et plus récemment, près de chez nous, M. Pierre-Olivier Pinault, là, qui avait carrément claqué la porte d'initiatives comme celle-là. Et donc, je salue les gens qui poursuivent leur engagement, même si effectivement c'est difficile et qu'il y a loin de la coupe aux lèvres.